Bon, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de passer des anciens standards que nous avons utilisés chez Swift vers les nouveaux standards. Enfin, nouveau, ce n'est pas nouveau par rapport à l'usage, mais c'est des standards qui étaient disponibles depuis 2004, hein, qui ont été élaborés par l'ISO, donc l'organisme responsable sur les standardisations, par des comités techniques. Donc aujourd'hui, on parle de standard MX. Et ça, c'est un exemple. Donc, je vais donc expliciter comment on identifie aujourd'hui un message conforme au nouveau standard. Ça, c'est un message pour faire du transfert de l'argent donc d'une institution financière vers une autre institution financière, donc de banque à banque. Là, on parle de PAX 008. Donc, comment on identifie aujourd'hui ce type de message? En fait, là, on dit une famille de messages. On a aujourd'hui deux types de familles qui sont dans les systèmes connectés au réseau Swift, soit des messages MX ou bien ce sont des messages MT, donc les premiers standards que nous avons utilisés depuis 1977. Et puis on parle de business area, donc c'est la zone de l'activité. Là on parle de PAX. Donc ensuite, comment, pour chaque zone d'activité, donc on fait de paiement ici de banque à banque ou bien de personne à banque, et ensuite on définit dans les troisième positions, si vous voulez, on définit le type de message, quel type de message nous allons utiliser. Chaque type de message peut avoir plusieurs variantes. Chaque variante peut avoir plusieurs versions. Chaque année, pratiquement, certains types de messages peuvent changer. Donc, et là, on fait analogie avec les standards actuellement. Surtout les banques qui ont l'habitude d'utiliser ces messages vont se retrouver. Donc, ici, on parle de MT103. C'est un message transfert clientèle. Donc là, en fait, c'est un transfert de client vers la banque. Donc, c'est l'équivalent d'un MT103. C'est la famille MT. 103, c'est la catégorie 1. Généralement, chaque catégorie, elle reflète une activité particulière. Par exemple, tout ce qui est gestion de compte, il commence toujours par ACMT, Account Management. Tout ce qui est admin, mais ça, on ne le voit pas, c'est au niveau de technique, c'est administration. Par exemple, le cash management, tout ce qui est en rapport avec la gestion de trésorerie, tout ce qui est en rapport avec les titres, la gestion des titres, les securities, donc, etc. Il y a donc toute une table qui identifie ces zones d'activité ou business area. Donc, parmi les moyens développés par Swift pour assurer cette migration, il y a de nouveaux concepts qui ont été ajoutés. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de CBPR+. Finalement, c'est quoi CBPR+? En fait, ce sont un ensemble de specs qui ont été développés par un groupe de travail, à la base formé d'experts, qui ont développé les specs nécessaires pour assurer les règles avec lesquelles on doit définir les messages relatifs à une catégorie particulière, c'est-à-dire la catégorie des paiements transfrontaliers qui sont dans les standards, les anciens standards, catégorie 1, 2 et 9. Donc tout ce qui est gestion de transfert clientèle, gestion de paiement banque à banque et tout ce qui est gestion de trésorerie. Et là, on explique dans la norme ISO comment on va utiliser ces messages-là pour assurer les paiements transfrontaliers qui traversent donc toute la planète avec les différents rapports de trésorerie sur le réseau Swift. Et donc, même les interfaces qui ne sont pas développées par Swift, parce que ce n'est pas Swift uniquement, c'est pas uniquement lui, ils peuvent être développés par des parties tierces, ils doivent être conformes à ces specs qui ont été publiés officiellement en 2020. Donc, si je suis un acteur qui souhaite développer des interfaces, je suis dans l'obligation d'être conforme à ces specs. Et je dois valider mon interface avant de pouvoir donc la commercialiser auprès des banques. Pour
pour permettre, parmi les choses qui ont été développées par SWIFT comme moyen pour assurer la migration vers les nouveaux standards, c'est un service de traduction interne à SWIFT. Donc c'est un traducteur, donc son nom c'est Inflow Translation, donc il va permettre de prendre en charge des messages dans les formats classiques que nous avons toujours utilisés depuis une cinquantaine d'années et les transformer vers les messages équivalents MX. Donc pour les banques qui n'ont pas encore entamé la migration, ils ont l'avantage d'exploiter, si vous voulez, ce service-là. À la base, c'était un produit qui a été développé par SWIFT, parce que j'ai dit au départ, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, ce sont des standards qui ont été développés quand même il y a une vingtaine d'années. Et ce sont des standards qui ont été adoptés par 70 pays dans le monde. Donc quand même assez important. Mais pour les gens qui n'ont pas encore, il y en a beaucoup, qui n'ont pas encore adopté, on a déjà développé les moyens pour assurer une migration en douceur. Chaque banque, chaque pays, si vous voulez, peut migrer à son rythme à lui. Mais il doit préparer son interface pour recevoir les MX aussi. Donc il peut continuer à envoyer des MT pendant les 3 années jusqu'à 2025, mais il faut en 2025, SWIFT va arrêter carrément les standards MT, sauf une décision finale. La preuve, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, j'ai changé le nom de la présentation. Je vais parler uniquement de la migration MT-MX. Ce n'est plus aujourd'hui un compte à rebours, parce que SWIFT venait d'annoncer aujourd'hui même qu'ils ont retardé un petit peu cette migration au mois de mars 2023. Voilà, donc on a encore le temps. Donc au départ, parce qu'on est aujourd'hui à une vingtaine de jours quand même. Mais bon, aujourd'hui, ils ont décidé, mais suite à une décision de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a dit que les banques européennes ne sont pas encore prêtes et on ne préfère pas migrer, vu le risque systémique qu'ils peuvent présenter. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on a un peu de... C'est une bonne nouvelle, comme l'a dit monsieur. Quand on a commencé à utiliser les standards MT, depuis 2017, on a utilisé un service de messagerie connu dans l'environnement SWIFT, FIN pour dire Financial. Donc c'est une messagerie financière. Aujourd'hui, ce que nous avons ajouté au niveau du réseau SWIFT, on a ajouté les standards, donc la possibilité d'utiliser les standards MX. On a ajouté un nouveau service qui s'appelle FIN+. Donc FIN+, c'est un service similaire à FIN. Donc il y a beaucoup de similitudes. Il y a un slide qui fait un petit peu l'analogie entre les deux. Mais aussi, c'est un service qui va exclusivement être utilisé par la suite. Il va remplacer FIN quand on va abandonner carrément les standards MT. Donc là, c'est pour FIN+. Donc c'est un service comme FIN, c'est many-to-many. Donc on peut envoyer des messages à une banque, à une personne, à plusieurs personnes, donc many-to-many. Et il se base sur un mode store and forward du service Interact. Même FIN aujourd'hui utilise, donc ça c'est un service technique, donc si vous voulez c'est une enveloppe technique dans lequel on met un message SWIFT. C'est un message SWIFT finalement, c'est un message, c'est du texte plat, hein, c'est un message TXT qui est encapsulé dans un message Interact. Mais le service Interact, ou le message Interact, finalement, c'est quoi? Il a deux formes, disons. Il a une forme qui est store and forward, et je vais expliquer pourquoi. Il y a aussi une forme real-time. Donc, je peux développer des services pour permettre un échange en temps réel avec mes correspondants. L'option store and forward a l'avantage, quand on fait des paiements, on n'est pas tous dans le même fuseau horaire. Moi, je fais, par exemple, des transactions avec les Japonais, par exemple. Les Japonais, il y a un décalage horaire de 8 ou 9 heures. Donc, quand nous, on travaille, eux, ils sont peut-être, même si les Japonais, peut-être, ce n'est pas un bon exemple. Mais, ils sont peut-être en train de dormir, parce qu'ils ne dorment pas, les Japonais. Voilà. Donc le store and forward, c'est comme mettre dans la boîte à lettres les messages. Donc, FIN+ utilise également ce store and forward. La seule différence avec FIN, c'est qu'il supporte les MX.
Donc là, en fait, c'est un slide qui fait un peu... je vais partager avec les présents, parce que là, on ne peut pas la parcourir au bout d'une heure, mais c'est juste pour parcourir les grandes lignes avec les présents. Donc là, c'est un slide qui fait une analogie entre ce qu'on peut faire avec Fin, le service que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, on continue à l'utiliser jusqu'à les 3 prochaines années, et Fin Plus. Donc Fin, c'est basé sur les types de messages. Les messages MT, c'est des messages très, donc, très propriétaires, pour ne pas dire autre chose, et il arrive à leurs limites. Hein. Il faut comprendre aussi, quand on a commencé à développer un service, le service Swift, il faut le mettre dans le contexte. Dans les années 70, les réseaux ne sont pas les mêmes réseaux d'aujourd'hui. Quand j'ai fait des études, je me rappelle, si quelqu'un va me parler avec des séries de Fourier et tout ça, on ne peut pas expliquer que sur 2 fils de quelques millimètres, on peut envoyer un débit qui peut aller jusqu'à quelques centaines de mégas aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on parlait de bits. Hein, l'unité, c'est même pas... Donc là, il fallait des réseaux adaptés. C'est des formats très limités, un caractère 7 très restrictif. Maintenant, on passe à des formats XML. Tout le monde aujourd'hui utilise XML avec le boom d'Internet, avec les différents web et tout ça. Donc, c'est des standards, c'est développé par l'ISO, par un comité, le TC68. C'est un comité technique qui travaille, qui est formé essentiellement par des gens qui sont spécialisés dans l'industrie bancaire. Donc, ce n'est pas les banques, mais au sein de l'organisme international. Donc, comme ça, on développe des standards indépendamment des acteurs. Donc, ça, c'est la force. Donc là, en fait, un certain nombre de services qui sont là déjà disponibles, quand il y a une différence, on l'indique. Par exemple, pour passer rapidement, parmi les choses les plus importantes, c'est la taille. On a aujourd'hui une limitation des tailles de messages qui ne peut pas aller au-delà de 10K. Alors que pour un message MX, on peut aller jusqu'à 80K. Donc c'est pratiquement 10 fois, hein, même 10 fois. Parce que là, en fait, ça varie. Ici, ça varie de 2000 à 10K en fonction du type de message. Parce qu'il y a des messages, pour les banquiers, ils savent que les crédits documentaires, quand même, ce sont des messages très lourds. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 2000 caractères. Mais ça, c'est une limitation donc, c'est des freins au développement de l'activité bancaire. Donc, aujourd'hui, c'est un des changements majeurs. Les identifications, on reviendra peut-être une autre fois, parce que ça demande énormément de temps. Maintenant, on a l'habitude, dans le service Fin spécialement, de parler de BIC, donc, qui a même changé de signification, acronyme. Donc le BIC, c'est le Bank Identifier Code. Donc il se base sur un concept très simple. Donc on identifie, donc, pour chaque banque, dans chaque pays, il faut qu'elle ait un acronyme qui n'existe pas dans le pays. Par exemple, ici, j'ai pris le BIC de ma banque, BCTN. On est en Tunisie, donc le code country, donc le code pays CTN. Ça, c'est le code de la ville. TT, c'est le code de la ville de Tunis. Donc comme ça, on identifie. Il n'y a pas une autre banque qui a ce BIC dans le réseau SWIFT en Tunisie. D'ailleurs, on a eu un problème. Je pense que la Zitouna Bank a eu un problème, parce que c'est une des dernières banques qui a été créée en Tunisie, parce qu'on a le choix de choisir. Swift vous laisse le choix au moment d'établir donc la connexion, mais si vous donnez un nom qui a été déjà, on vous affecte un nom bizarre, aléatoire. Comme ça, aléatoire, pour permettre l'unicité, en fait. Hein, d'accord? Donc maintenant, dans SwiftNet, on utilise un nommage qui est plus ou moins standard, le disk name conforme aux normes X503, etc. Donc là, on parle de DN. On a commencé à l'utiliser quand même il y a une vingtaine d'années. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on a passé à SwiftNet. On était dans le réseau Swift et on a passé à une autre version de réseau, depuis 2004 d'ailleurs, au réseau SwiftNet qui, dans le nommage, on a continué à utiliser le BIC, mais on a introduit une notion de DN, donc Distinguished Name. Donc là, c'est pour vous permettre de voir le maximum, je vais passer assez rapidement.
Et ici, pour permettre aux banques de tester certains mécanismes ou certaines applications, on a identifié des éléments de test. Donc on appelle ça test and training. Et la convention que nous avons pris, c'est de venir au 8e caractère du BitLife et le remplacer par 0. Donc pour le DN et pour le service fin, plus si vous voulez, c'est un peu différent. On utilise le nom de service qui doit être l'AF, qui doit être le test. Donc je vais vous montrer un exemple. Il y a un service qu'il faut définir en mode test. Ce n'est pas le BIC, hein, donc c'est autre chose. Là, c'est quelques différences. Je vais vous expliquer comment on définit. Donc le flow, inflow translation, on a parlé déjà de ça. Ça, un slide qui explique un petit peu comment on va gérer le trafic en période de cohabitation des deux standards. Moi, je suis une banque qui est déjà, par exemple, dans cet exemple, on est une banque qui est déjà passée à ISO, qui peut envoyer un message de paiement à une autre banque qui n'est pas encore ISO. Donc, au moment de passage par le réseau SWIFT, il y a une translation et comme ça, le message passe du MX à MT et la banque réceptrice, la banque C ici, va pouvoir recevoir le message comme elle l'a toujours reçu. Tant qu'elle n'a pas migré, elle est en mesure d'accepter ces messages-là. Quelles sont les prochaines étapes? On est déjà dans cette étape. Donc, il faut préparer l'interface. Donc, l'interface utilisée par les banques, il faut qu'elle soit prête pour pouvoir accepter que ce soit des messages MT ou des messages multiformats qui combinent les deux. Donc là, on va rapidement voir qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre interface, quelles sont les actions à faire pour dire, pour valider, en quelque sorte, que nous sommes fin prêts pour être fin prêts pour l'ISO 2022. Il y a aussi des moyens de test. Donc, depuis quand même une bonne année, on a la possibilité de tester ce service que nous avons présenté tout à l'heure, l'Inflow Translation, qui est un moyen utilisé par Swift pour permettre aux banques d'assurer une migration à leur rythme. Donc, pour ne pas faire un Big Bang, donc une migration en one shot, donc pour permettre à chacun de migrer à son rythme. Il est disponible, ce mode déjà, il est disponible depuis le mois d'août 2022. Donc on peut l'utiliser. Le Go Live, jusqu'à aujourd'hui, il était prévu de passer au mois de novembre 2022. Pour les gens qui n'ont pas assisté, on vient d'avoir aujourd'hui l'information officielle de Swift qu'on va reporter cette migration au mois de mars 2023, suite à une exigence ou une recommandation de dernière minute, ou un forcing, si vous voulez. C'est la BCE, c'est quand même la Banque Centrale Européenne, qui a exigé, il y a une semaine, que Swift retarde un petit peu la migration. En tout cas, c'est la version officielle apportée par Swift. Vous pouvez le voir sur leur site. Bon, aussi, parmi les moyens qui ont été mis en place, qui sont déjà disponibles, qui passe en mode prod, c'est le Transaction Manager. Donc, il s'agit d'une plateforme qui a été mise en place à l'occasion de ce projet de migration pour permettre donc de développer un ensemble de services basés maintenant non pas sur le traitement séquentiel des messages, mais sur le traitement basé sur la transaction. Et développer aussi d'autres canaux. Aujourd'hui, tout le monde parle d'open banking, d'API, etc. Donc, Swift, aujourd'hui, met en place donc, des accès en mode API. Et il y a possibilité aussi d'ajouter d'autres services à valeur ajoutée. Donc, la plateforme, en fait, c'est le chevalier de bataille de Swift pour la prochaine décennie, en apportant donc une certaine ouverture. D'ailleurs, toute la technologie de RMA a été un petit peu repensée pour faire face ou pour s'accommoder au nouveau canal qui est le canal API.
parce qu'on parle de digitalisation, on est dans la transformation. Tout le monde aujourd'hui s'oriente à ne rien coder. Et donc utiliser les différents donc, API, hein, les différents modes utilisant API. Donc c'est un channel qui a bouleversé un petit peu la donne chez Swift. Et donc avec cette plateforme qui s'appelle Transaction Manager ou TM, ils vont pouvoir assurer ça. Donc, ils vont pouvoir également développer les paiements instantanés. Parce qu'aujourd'hui, on a les paiements réguliers. Quand je fais un paiement régulier transfrontalier, il met 3, voire même 4 jours, voire même une semaine. Ça dépend. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'aujourd'hui. On parle d'initiatives au niveau de l'Europe qui parle de paiement instantané. Donc on en parle de ça il y a quelques années, mais aujourd'hui ça devient une réalité. Pour passer de 3 jours à 10 secondes. Bon, même en Tunisie, par exemple, nous travaillons sur une initiative de faire passer notre RTGS local, donc là, parmi les roadmaps de ce projet, de développer les paiements instantanés. Ça, c'est quelque chose, donc, parmi les challenges, en tant qu'acteur dans le paiement, les modes de paiement de manière générale, on tend à l'avoir. Donc, on travaille avec les parties prenantes pour développer les paiements instantanés. Donc, Swift, grâce au Transaction Manager, va permettre de développer des transactions sans problème et des paiements instantanés. Il y a déjà des use cases qui sont opérationnels en Australie. On a commencé à déjà en parler. C'est déjà opérationnel. Voilà, donc je suis obligé de parcourir parce qu'on a beaucoup de choses. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais, le Transaction Manager, donc finalement, pour faire, il va permettre de gérer les formats MT classiques, comme maintenant. Il va également, bien sûr, c'est l'objectif, de gérer tout ce qui est ISO, mais surtout un échange d'API. Donc ça, c'est le troisième canal qui a été apporté par les nouveautés imposées par le passage à ISO 20022. Donc là, on passe. Mais pour justement supporter le troisième canal, le canal d'échange avec des API, donc il va en fait se décliner par quoi? Donc on est en mesure aujourd'hui de demander à une fintech, par exemple, de nous développer, moyennant une plateforme de low-code ou no-code, de développer le moyen d'envoyer carrément un message de paiement. Ça, on ne pouvait pas le faire donc grâce à quoi? Grâce à cet échange via l'API. Et parmi les conséquences de ce changement radical, Swift était dans l'obligation de réviser sa politique de RMA. En fait, c'est quoi RMA? En fait, Relation Management Application. Donc c'est un moyen qui a été utilisé depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis que nous avons migré vers SwiftNet, donc en 2004. Donc on a utilisé donc, ces relations qui existent entre la banque et ses correspondants pour permettre d'envoyer ou de recevoir des paiements. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas envoyer un paiement à une banque si préalablement elle ne m'a pas donné une autorisation par le biais de cette application. Cette application était conçue au départ exclusivement locale, au niveau de l'interface de la banque. Donc, pour permettre les échanges API, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose au niveau de l'interface. Donc là, ils ont carrément changé la donne en imposant un changement radical, qui va continuer, vous allez voir le roadmap de ce projet, et normalement il va se terminer vers la fin de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc passer d'un mode local à un mode centralisé, déjà opérationnel. Actuellement, donc depuis le mois d'août, il y a un portail qui nous permet à nous, les banques, d'accéder à nos autorisations qui sont gérées par nous, donc nos administrateurs, c'est les administrateurs de la sécurité, les gens qui s'occupent de tout ce qui est relations internationales, c'est eux qui établissent les autorisations. Depuis 2004, comme je l'ai signalé, c'est un concept introduit localement, il passe à un niveau centralisé. Aujourd'hui, il passe donc, on est là, hein,
Donc, il est disponible donc, pendant le 3e trimestre, nous y sommes, et il va permettre donc, aux banques d'accéder à un portal chez SWIFT et pour pouvoir créer des autorisations, gérer les autorisations, supprimer, etc. Donc, il y aura un échange entre tout ce qui est centralisé et tout ce qui est local par un mécanisme d'échange de fichiers, de distribution de fichiers. Mais à la fin, donc, il y aura disparition de la gestion locale. Il n'y aura plus de gestion locale. Donc ça, c'est parmi les conséquences directes que SWIFT a adopté un nouveau canal basé sur les échanges API. Bon, rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est juste pour rappeler un petit peu, pour présenter un petit peu les portefeuilles d'applications ou de solutions de connexion au réseau SWIFT. Il y a l'interface Light 2. Aujourd'hui, on parle aussi d'Alliance Cloud. Il n'y a pas de grande différence entre Alliance Light 2 ou Alliance Cloud. Il y a une banque tunisienne qui est déjà connectée via Alliance Light 2. L'avantage qui a été développé depuis 2013, l'avantage de cette solution, c'est que si vous n'avez pas besoin de passer par un provider de connexion, vous n'avez pas besoin, vous passez directement via Internet, directement. Mais au niveau de votre interface, vous avez quelques logiciels pour faire de transfert automatique, donc faire de mécanismes automatiques. Il y a un petit client à installer si vous voulez faire de l'interfaçage avec vos applications de back-office. Sinon, il y a la possibilité de saisir vos messages directement, puisque l'interface, elle est gérée au niveau central, au niveau SWIFT. Il y a le serveur réellement, Light 2, existe sur le... Par contre, ce qui est standard aujourd'hui, c'est que la plupart des banques en Tunisie, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, même en Afrique, puisque je connais aussi le paysage en Afrique, disposent de leur propre système de messagerie. Donc le système de messagerie, en l'occurrence, c'est soit Alliance Access, ou une autre forme d'interface qui est moins contraignante et il y a moins de fonctionnalités, ou l'entrée de gamme, si vous voulez, qui s'appelle Alliance Entry. Donc la plupart des banques, en Afrique surtout, disposent de cette interface. Il y a d'autres interfaces, mais qui sont adressées à de très grandes banques. Généralement, il n'y a pas en Afrique. Mais c'est la plupart des interfaces. Mais avant, il y a un serveur d'application, si vous voulez, et là, il n'y a pas de données ici. Les données sont sur ce serveur-là. Donc vous pouvez déployer ce serveur d'application dans une zone qui est moins critique que la zone data center, par exemple. Donc là, ce web server, si vous voulez, il est connu sous le nom Alliance Web Platform, sachant qu'on peut l'installer sur le même serveur. Donc on peut l'installer. La plupart des banques, par exemple en Tunisie, installent Alliance Access avec Alliance Web Platform. Et derrière, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin juste d'un navigateur. Ou alors, on peut, bien sûr, il y a pas mal de banques qui ont leur propre core banking, leur propre ERP, qui permet donc de s'interfacer directement via Alliance Access. Ensuite, il y a la partie connectivité. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle Alliance Gateway. Il y a deux façons de le faire. Donc, si vous êtes une banque d'une certaine dimension, vous pouvez l'avoir. Alliance Gateway, on peut l'avoir. Pour le cas de la Tunisie, quand on a été confronté aux problématiques de passage à SwiftNet en 2004, donc on était dans l'obligation de consolider toutes les connexions des banques tunisiennes à un seul switch, si vous voulez, et on a en l'occurrence choisi de le mettre dans la société qui est sous le contrôle total des banques, c'est la société Ciptel. Donc on a installé, par le biais d'un comité représentatif du secteur à l'époque, et on a mis en place Alliance Gateway. On est venu aux gens de la Ciptel qui ne connaissaient rien du tout, et grâce à ce comité national, on a pu déployer cette Alliance Gateway. Pour le reste du monde, par exemple l'Afrique, il y a pas mal de services bureaux donc, qui offrent ce service et offrent cette connectivité à des banques de la place ou même des banques hors place. Donc nous, on a choisi de développer notre propre service bureau. Donc c'est le service bureau qui est déployé à Swift. Ce modèle a échangé. Il y a pas mal de banques aujourd'hui qui ont préféré externaliser la partie Alliance Access et la partie Alliance Entry aussi.
Du coup, aujourd'hui, les préparations de cette interface ou l'autre, il n'est plus du ressort des banques. C'est à la CIBTEL de préparer l'interface. Donc, du coup, ils sont déchargés de ces éléments d'administration quand même très difficiles à suivre et il faut avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc, actuellement, nous avons 6 ou 7 banques qui ont préféré externaliser même la partie messagerie. Il y a aussi un problème de budget, les licences. Le problème de budget, oui, mais essentiellement, c'est un problème d'administration. Et les gens, quand on a travaillé au départ, quand on s'est connecté pour la première fois en Tunisie, il y avait une communauté très solidaire. On s'échangeait à l'époque beaucoup d'informations. Aujourd'hui, paradoxalement, avec tous les moyens de communication, on est moins solidaire. Du coup, chaque banque dispose de son propre... Mais bon, honnêtement, ce n'est pas exclusivement le facteur... parce que je ne suis pas sûr que le business model proposé aujourd'hui, il est moins cher que de peut-être le gérer par moi-même. Mais on n'a pas aujourd'hui les ressources nécessaires qui peuvent administrer un système. C'est un système assez critique. Les banques, je l'ai signalé au départ, gagnent de l'argent avec cette interface. Si le système SWIFT s'arrête pour une banque quelconque, c'est une perte sèche pour elle. Donc ça se chiffre avec des dizaines de millions, hein, si ce n'est pas plus. Donc on a eu beaucoup d'exemples, honnêtement. Donc du coup, le choix dépend de plusieurs facteurs, pas uniquement le facteur budget. Donc ça, c'est de manière générale. Il y a peut-être d'autres... je vais passer rapidement pour dire maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, parce qu'on va revenir à notre thème, qu'est-ce qu'il faut faire pour, j'en ai pour 5 minutes, hein, ensuite on va peut-être arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être fin prêt, pour supporter la migration vers les nouveaux standards? Il faut avoir au niveau du système, si on a choisi, par exemple, de maintenir... il faut maintenir ce système-là. Bon, la plupart des banques, comme je l'ai signalé, ont délégué ça. Il y a même des banques qui ont délégué ça à SWIFT. Parce que SWIFT a développé l'équivalent de Gateway chez elle avec l'évolution, les solutions cloud. Donc, il offre ça comme un service. D'ailleurs, on appelle ça Remote Alliance Gateway. Donc, c'est un RAG. Ce n'est plus un SAG, ce n'est pas un SWIFT Alliance Gateway. C'est un RSAG, un Remote SWIFT Alliance Gateway. Donc, la plupart des banques auront à faire beaucoup de travail à ce niveau, au niveau de SWIFT Alliance Access. Au niveau de cette interface, bien sûr, est celui-là, parce que ce sont 2 produits différents. On peut l'installer séparément, mais on peut les installer dans le même serveur. Donc, pour passer rapidement, donc il faut commencer par installer tout d'abord la toute dernière version. La toute dernière version qui est disponible aujourd'hui, il est recommandé d'installer toujours la toute dernière version pour des considérations de conformité et pour des considérations de sécurité aussi. Parce que c'est périodiquement, depuis la casse de Bangladesh, SWIFT élabore également des patchs de sécurité de manière continue. Donc il faut toujours veiller à installer la version 7, la toute dernière version. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une version qui n'est pas la toute dernière version, qui supporte le passage, je ne l'ai pas mentionné, parce que pour ne pas inciter les banques à rester à la version 7.5, parce que c'est une version qui date de 3 ans déjà, donc maintenir comme ça une application. Même s'il y a les patchs nécessaires, de correction nécessaires, je préfère donc que les banques installent la toute dernière version, qui est la 7.6.51, qui est une version qui est sortie au mois de juillet 2022. Pardon? Ça, je parle pour Alliance, hein, la plupart des banques Alliance, d'accord? Et même pour les produits Gateway, ils ont plus ou moins les mêmes versions. Il y a une différence, un décalage. Mais pour la plupart des banques, donc, parce que le Gateway, en général, chez soit le service bureau, qui est l'intégrateur, si vous voulez, ou bien chez SWIFT,
ou bien il y a une minorité des banques. Par exemple, en Afrique, je sais qu'au niveau de la BAD, tous ces produits-là sont disponibles. Mais c'est la BAD, ce n'est pas n'importe quelle banque. Donc, là, ils sont obligés de faire les installations partout, pas uniquement au niveau Alliance Access. Mais ici, c'est exclusivement pour Alliance Access. Il faut aussi installer les standards MT. Quand je parle des standards MT, c'est comme si il y a une certaine confusion. En fait, les standards MT, c'est des changements. Tous les standards subissent des changements chaque année. Et en général, on installe les nouveaux standards pendant le 3e dimanche, dimanche ou samedi du mois de novembre. Ça tombe avec le 20 novembre. Donc, il y a un patch qui est le dernier patch, qui est le patch 7650, qui installe les standards 2022. Et il y a une façon pour les activer. Ça, donc, c'est comme si on va continuer à travailler avec MT normal. On est dans l'obligation de les installer. Ensuite, il faut installer 2 canaux de communication. On appelle Emission Profile and Reception Profile. C'est 2 profils pour envoyer des messages MX. On utilise ce canal qui s'appelle Emission Profile. Et pour recevoir, on utilise un autre canal à la réception qui s'appelle Reception Profile. Mais ça, seulement pour le service FinPlus que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, si je résume un petit peu, nous allons avoir 2 flux, un flux des MT et un flux des MX. On est dans l'obligation de les avoir tous les 2. Pour avoir les MT, il n'y a pas de souci, ils sont déjà là depuis une 50aine d'années. Pour les MX, on doit ajouter 2 nouveaux canaux, enfin 2 nouveaux éléments qui sont l'Emission Profile et Reception Profile. D'accord? Mais quand on parle de Reception Profile et Reception Profile, ils ne supportent que le service FinPlus. Donc on ne peut pas utiliser ces canaux que pour envoyer ou bien recevoir des messages MX. Donc ça c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça c'est un checklist. Il faut installer un petit fichier qui s'appelle Application Service Profile. C'est un petit fichier qu'on télécharge du site officiel de Swift. Il est impératif de le faire. Pourquoi installer? Parce qu'il change tout le temps. Et là, pour être sûr que nous embarquons les services imposés par la migration. Si on n'installe pas, on ne va pas voir les services nouveaux introduits par la migration. Il faut installer aussi les standards. Comme on a installé les standards MT, il faut installer, il y a un autre fichier qu'il faut l'installer pour supporter les specs CBPR+, Cross Border Payment and Reporting Plus. Ensuite, il faut également faire un peu de configuration supplémentaire, parce que là, on ajoute des éléments nouveaux. Donc, il faut aller configurer la gateway. Depuis 2004, on n'envoie jamais un message au réseau Swift s'il n'est pas signé électroniquement. Donc nous avons tous, je parle des banques, nous avons tous des certificats qui sont déployés au niveau des équipements spécifiques. C'est des équipements hardware qui sont installés, pour le cas de la Tunisie par exemple, au niveau de la société Siptel, c'est-à-dire les HSM, les Hardware Secure Modules, ce sont des certificats. C'est comme le HSM utilisé par l'ANSEI aujourd'hui qui délivre les DigiGo, les certificats pour signer des documents. Donc également, on a utilisé ce concept, c'est une PKI spécifique à Swift. Et là, il faut ajouter les rôles, parce que là, on va ajouter de nouveaux services. Il faut indiquer à votre certificat que vous allez maintenant également utiliser ces nouveaux services. Donc là, il faut définir les Role-Based Access Control, les RBAC, par le biais d'une application spécifique. Et il faut faire attention, parce qu'il y avait le changement que j'ai indiqué au niveau application Relation Management Application. Donc ces actions-là, c'est en quelque sorte un checklist. Bon, les slides montrent toutes ces actions-là. Donc bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je vais faire, je vais partager avec vous, pour les gens qui sont intéressés. Je vais partager avec vous, parce que là, effectivement, c'est les choses que j'ai utilisées lors d'un cours pour préparer une interface.
avec des aspects pratiques. Bon, là, au bout d'une heure, je ne peux pas faire la même chose, mais c'est vraiment les détails sur une interface réelle. Hein. J'ai une machine, donc une VM ici, une machine virtuelle sur laquelle j'ai travaillé. Mais vous voyez que là, c'était en mois de juin, donc la version 7.6 n'est pas encore sortie. Voilà, donc en gros, ce sont des actions nécessaires, indispensables, pour dire que nous sommes vraiment prêts. Donc il y a d'autres aspects, honnêtement, on n'a pas le temps pour les développer, il y a beaucoup de choses. Bon, si vous avez le temps, je vous invite à parcourir. Et si vous avez des questions, pas maintenant, hein, mais vous avez mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai des cartes. Donc, vous m'envoyez un email. Je suis bien intéressé à voir cette présentation. Mauritanie. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois en Italie. Alors, on a déjà échangé. Non, pas ça. Je vous ai confondu une autre personne. Est-ce qu'on met pour le support? pas grave. شوية transformation. Mais en tout cas, c'est un message, honnêtement. Je sais qu'au bout d'une heure, c'est prétentieux de dire que je peux parler d'un tel sujet. Au bout d'une journée et demie, j'ai pas pu. Bon, les slides extrêmes, le cours avec. Mais avec ça, il me fallait plus qu'une journée. Mais un apport, c'est mieux que rien. Donc, aborder, surtout avec. Je sais qu'il y a une communauté bancaire présente, les forums. Donc, c'est juste pour sensibiliser les gens aux actions basiques, mais il faut que quelqu'un les fasse. C'est ça. C'est bon? Merci. Merci.